Bonjour tout le monde. Bonjour Donc, David. bonjour Raphaël, tu es mon premier invité pour ce podcast Quel qu'on honneur, je lance. sais pas si c'est une récompense ou si c'est un test. C'est une récompense et un test. Donc je te propose, pour initier ça, de faire un podcast voilà, un peu, qui rentre un peu plus dans l'intime, faire connaissance avec toi, retracer ton parcours, avoir aussi ta vision de la cyber actuelle. Peut-être en prélude, tu es polytechnicien, tu es un expert reconnu de la cyber. Aujourd'hui, tu es chez Palo Alto, mais tu as fait tes classes sur des infrastructures numériques de l'État. Euh, Est-ce que, voilà, si on revient un peu sur ton parcours et là où tu as débuté, qu'est-ce qui t'amène à Polytechnique? Quand tu rentres à Polytechnique, est-ce que tu avais déjà que tu allais faire de la cyber? Ah non, pas du tout, déjà on n'en parlait pas. Et c'est marrant que tu parles de parcours parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps en revoyant un peu ma bio, tu sais, pour donner des conférences, tout ça. Et je vais bientôt fêter mes 20 ans professionnels dans la cyber. Ok. Alors on parlait pas de cyber il y a 20 ans, mais au début c'était presque fortuit, c'était plus de la curiosité pour l'objet informationnel, l'objet informatique et bon, Polytechnique, école scientifique, tout est parti de là. Euh, Même en prépa, j'allais pas trop dans les bars, j'étais plutôt en train de lire. Déjà sérieux. Déjà sérieux mais curieux. Je Mais lisais justement, beaucoup. comment t'es... Ah ok, t'arrives à Polytechnique. Polytechnique, pour ceux qui savent pas, c'est connu. T'as un lien avec l'armée. Généralement, tu fais soit des Oui, classes, soit des... Quand tu fais Polytechnique, qu'est-ce que tu fais? alors ça Enfin, c'était une parenthèse un peu bizarre. C'est-à-dire que je sors de prépa, je suis pris, je connais rien du tout à la chose militaire, j'en ai même ok. un peu peur. J'ai beaucoup hésité avec Normal Sup, le monde de la recherche qui était plus une zone de confort. Mais bon, finalement, j'ai préféré prendre quelque chose qui ouvrait plus de portes, qui était plus polyvalent. Euh, je pense que je me prédestinais déjà, bien sûr, à une carrière scientifique ou d'ingénieur, mais je ne me voyais pas encore sur le marché du travail, évidemment. Ok. Donc je lisais beaucoup déjà avant, en prépa, même au lycée, mais de la littérature scientifique. Euh, sur la nature, sur la cosmologie, sur les sciences, sur la physique. Et je vois encore aujourd'hui beaucoup de parallèles à faire, je pense que les gens ne le font pas, entre l'observation de la nature et l'observation de l'informatique. Euh, la théorie de l'information, c'est pas très loin de la thermodynamique. Il y a ces notions d'entropie, ces notions de quantité d'information, de rapport signal-bruit. C'est ce qu'on trouve aussi quand on met un micro dans son jardin et qu'on essaie d'écouter les bruits environnants. J'étais beaucoup dans l'observation et l'observation aussi de ce qu'avait fabriqué l'homme par ses mains en termes de Avec les machines. technologie, Mm. les machines, voilà. Euh, Fin des années 90, le micro-ordinateur commençait à aller dans les foyers. C'était pas encore Ouais. un standard, mais j'ai eu la chance d'en avoir un quand j'étais au lycée. C'était un objet de curiosité. Je me suis dit, on n'avait pas encore Internet, tout ça, ou très peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine? Qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas documenté? Qu'est-ce qu'on peut changer comme paramètre, par exemple, dans les jeux pour aller au niveau supérieur et affronter le boss final alors que j'ai pas réussi à passer le niveau ou que j'ai pas eu la patience de passer les niveaux? C'était le début du hacking. Donc déjà, Et tu voulais sauter aller déjà, directement. je voulais sauter les étapes, peut-être un manque de patience, je sais pas. Euh, le hacking se faisait aussi bien sur des appareils photo argentiques de l'époque pour voir comment les mécanismes, vraiment on parle de mécanique, étaient mis en place, les lecteurs de cassettes, après il y a eu l'électromécanique, et puis il y a eu l'électronique avec ces composants chimiques qui ont forgé des circuits imprimés, et ces composants métalliques, ces métaux rares aujourd'hui qui sont dans les puces partout, et l'humain qui a cherché à faire par la machine des calculs qu'il faisait avant, on pouvait faire autre chose. L'ordinateur, c'est ordonner le monde. L'ordinateur, c'est donner des ordres. Et la cybernétique, donc terme qui existait déjà, mais qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'était déjà gouverner son environnement, gouverner le monde, donc agir sur son environnement. Donc à Polytechnique, je me suis retrouvé avec mise en réseau d'ordinateurs. Quasiment tous les élèves avaient un ordinateur à ce moment-là, et même ceux qui n'en avaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, il y avait une caisse financière commune Ok. des élèves qui aidait les élèves qui À n'avaient pas les acquérir. moyens à acquérir un ordinateur pour pouvoir faire correctement leurs études. Tout ça a été mis en réseau et je m'étais intéressé avec un petit groupe de camarades sur qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce qui est prévu en termes de mise en réseau, mettre en place des chats, par exemple, entre élèves. La messagerie instantanée, on en avait déjà une privée interne à C'est-à-dire que l'époque. déjà, à Polytechnique, avec les ordinateurs que tu avais, vous aviez des. Alors pas des TP, mais entre élèves, vous aviez lancé des initiatives
par exemple, de messagerie type Alors, chat, etc. le chat était là avant que j'arrive. Ce que nous, on a lancé, par exemple, à mon époque, c'était avec Vidéolan, le logiciel libre qui Ok. permet de streamer un flux média. On avait capté des chaînes télé en TNT en mettant des antennes sur les toits et on rediffusait dans l'ensemble du réseau des élèves en direct tout un bouquet de chaînes. Ça, Ça, c'était c'était tout en dehors nouveau. de cours. C'était Ah, c'est complètement en dehors des cours. entre copains, entre camarades. Vous aviez ce. Pour rendre service, mais en dehors des cours. Ok. Donc en lien avec la direction informatique de l'école qui aussi nous aidait en matière d'hébergement de serveurs. On a eu des échanges, moi et les geeks de cette direction assez intéressants sur mettre en place des tunnels pour pouvoir accéder à distance à des serveurs depuis des endroits qui ne sont pas forcément prévus. Donc c'était pour moi aussi le début du hacking dans les réseaux, le début du hacking sur Ah, Internet. c'est incroyable. C'est incroyable, c'est la curiosité, c'est vouloir rendre service, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la machine en plus de ce qui avait été prévu par son concepteur. Ouais. Et pour le coup, alors ok, donc tu es à Polytechnique, tu fais tous ces tests. Et c'est quoi ton premier job quand tu sors de Polytechnique Euh, Après Polytechnique, tu as une école d'application. Donc moi j'ai fait Télécom Paris, et Ok. en marge de Télécom Paris, c'est pas un job, mais je le mets quand même en termes d'expérience professionnelle. Bon, mon premier job, c'était dans la marine, c'était la première année de Polytechnique. Donc Mais tu rentres dans la marine, l'armée à Voilà, Toulon? c'était à Toulon, après on est allé en mer. C'était mes premières expériences de management qui m'ont forgé vraiment mon esprit managérial pour les années qui allaient suivre. Management dans la marine, l'esprit d'équipage sur un bateau en équipe, très fonctionnel. Mais c'était peut-être pas le sens de ta question. Le sens de ta question, c'était après le Non, mais diplôme. c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au final, donc est-ce que c'est parce que c'est Polytechnique, il y avait un rapport avec l'État, l'armée, etc., tu es rentré dans la marine? Ou toi, de base, tu avais cette appétence pour... Et qu'est-ce que tu as appris J'avais envie à la d'explorer. marine? J'avais envie d'explorer, d'aller sur les mers. J'ai grandi en bord de mer, l'appel du large, l'horizon. Je te dis, j'avais absolument aucune affinité pour la chose Et on militaire. revient au fait de ne pas avoir peut-être travaillé tout de suite. Enfin, c'est un travail, mais de encore connaître, de dépasser ses limites, de découvrir de nouvelles choses. Ah, je suis clairement sorti de ma zone de confort, mais c'était assez gratifiant. Alors au début, je ne cache pas, c'est un peu en mode découverte et touriste, hein, mais au bout de quelques semaines en mer, tu commences à prendre des responsabilités, et le commandant du bateau, il sait qu'il a un stagiaire polytechnicien sur un bateau, il veut s'en servir. Sur les dernières semaines, j'ai même été en charge de reformer les gens qui allaient me succéder après, en charge des Parce que tu es resté opérations. combien de temps à la marine? En mer, on a fait 3 mois et demi de mémoire. Dans la marine, tout compris, c'était 8 mois, y compris l'école navale. Il y avait une petite partie de formation initiale. Et je fais encore aujourd'hui beaucoup de parallèles entre le maritime, la navigation Mhm. et la cybersécurité. On revient à l'étymologie, la gouvernance, le gouvernail. Le mot Oui. cyber, Kubernetes, il vient Et connaître sa direction aussi. Parce il qu'en vient de général, tu là. peux pas changer le cap comme ça en plein milieu pour aller Bah, tu à dois faire l'opposé, quoi. évoluer. Alors, tu vas fixer un cap puisque c'est là où tu veux aller, mais tu vas faire évoluer ton chemin en fonction de la houle, en fonction de ce qu'il peut y avoir comme récif, en fonction aussi des opérations que le bateau doit mener sur la trajectoire. Donc, cette notion d'autonomie, tu vas faire évoluer les choses, mais je pense qu'il faut effectivement garder un cap en matière de cybersécurité. On parle par exemple souvent, je vais faire du coq à Ouais. l'âne, mais on parle de zéro trust. Le zéro trust, pour moi, c'est un cap, c'est pas une fin en soi. Personne ne peut dire j'ai mis en place le zéro trust dans mon Oui, c'est un entreprise. cadrage. Par contre, c'est une direction. Ouais. C'est une direction vers laquelle on doit essayer de tendre, et si on doit louvoyer pour y aller, c'est pas grave. Il faut prendre le chemin qui est cohérent avec l'organisation qu'on est en train de piloter. Tout le monde ne va Et, pas y aller en ligne droite. et alors, ok, alors tu fais la marine pendant on va dire une petite année. Et après, qu'est-ce que. Donc, après le diplôme, on va vraiment en matière informatique, bénévole chez Gentoo Linux, la distribution de logiciels libres. Ok. J'ai rejoint l'équipe sécurité, et puis à force... Ah, dès le départ, tu rejoins l'équipe sécurité. Donc, au oui, final, dès le départ, tu rentres dans. Ah, ok, ça s'appelle pas la cyber, mais ça peut s'appeler la sécurité de l'informatique ou ce genre de choses. ouais. L'équipe sécurité de la distribution, s'assurer que les vulnérabilités qui sont publiées par les éditeurs sont bien corrigées dans les packages qu'on met à dispo de la communauté. C'est-à-dire que tu fais les recettes, tu fais les tests, etc. Comment La, tu. la- la quality assessment était relativement automatisé, plutôt sur la responsabilité des mainteneurs des packages. Moi, Ok. j'étais plutôt en train
de les relancer pour qu'ils mettent à jour et qu'ils passent les tests. Et parfois, il y avait des paquets qui étaient orphelins. Il pouvait m'arriver de prendre en charge le patch management sur les paquets orphelins, mais ce n'était pas la règle. La règle, normalement, c'est qu'un paquet a un mainteneur. Ok. On dit souvent le logiciel libre, c'est communautaire, mais il y a quand même des responsables. Oui, tu as des personnes Il y a pour quand même des guider la chose. responsables et des rôles, et on pourra revenir sur ces notions de rôle en cybersécurité. Et donc mon rôle était, avec une petite équipe de 6-7 bénévoles dans le monde, répartis dans le monde, était d'assurer qu'il y avait un patch management relativement rapide de notre distribution dès lors que les éditeurs avaient publié des correctifs pour les vulnérabilités. Donc nous, on rédigeait aussi les annonces, les advisories de vulnérabilité, ce qui m'a permis de me former sur les techniques d'attaque, les exploits, les classes de vulnérabilité, la sévérité, est-ce qu'on peut les exploiter ou pas à distance, qu'est-ce qu'elles permettent de faire de manière chaînée. Et je pense que c'est ça qui m'a, entre autres, j'ai aussi fait d'autres contributions dans du logiciel libre, mais qui m'a amené à ma première expérience salariée. Voilà. Après, je vais passer assez vite sur la partie vraiment indépendante, mais l'expérience salariée, ça a été chez Hervé Schauer Consultant, et c'est là que je considère que j'ai fait mes classes en cyber. Hervé Schauer qui fait l'organisme de formation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il fait des formations, je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Salut. Mais à l'époque, c'était le pionnier en France à faire du test d'intrusion. C'était pas très bien vu. Il n'y avait pas vraiment de cadre d'ailleurs. Il a commencé dans les années 90. Aujourd'hui, le cadre, il est toujours un peu... il quand s'est formalisé, mais il y a, bon. il y a des assurances à responsabilité civile, Oui, il y a des des choses qui définitions sont faites de depuis. périmètre, voilà. Mais au tout début, il n'y avait pas grand-chose. Donc on arrivait avec cette image de hacker white hat. Il y avait les white hat et les black hat. Parfois, certains avaient une double vie, ce qui n'est pas mon cas, mais certains avaient une double vie. Ce qui est intéressant aussi parce qu'ils nous insufflaient des nouvelles techniques de hacking. Juste peut-être pour la précision, white hat, c'est ceux qui, on va dire, font plutôt de la défense. Le white hat, c'est celui qui est gentil. Voilà, qui est plutôt dans le beau côté. Et le black hat, c'est le hacker avec son suite à capuche et les lunettes de soleil dans le noir. Bon, évidemment, personne ne fait ça, mais c'est l'imaginaire collectif. Celui qui pirate pour de l'enrichissement personnel ou pour servir des intérêts d'autres. Mais c'est marrant que tu aies commencé dans le logiciel libre, parce que même encore aujourd'hui, tu vois, quand on prépare le cyber show et que j'échange avec des décideurs et des personnes qui peuvent être dans des très grandes entreprises, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, j'ai toujours, alors on va dire 80% qui sont éditeurs classiques, qui vont faire appel à des Palo Alto, à des Microsoft, à des Zscaler, etc. Et j'en ai quand même 20%. En plus, j'ai souvent des passionnés de tech qui sont sur l'open source, des solutions d'open source cyber, avec des patchs, etc. Enfin, donc, c'est quoi aussi ta vision par exemple, sur l'open source aujourd'hui et comment c'était avant? Enfin, est-ce que ça a évolué comme ça aurait dû, ou bien les éditeurs, ils ont vraiment pris le... C'est presque une anomalie économique, en fait. Je pense que ça repose sur la volonté d'un collectif de partager, de mettre en partage des biens communs, sans forcément une rétribution ni numéraire, évidemment, ni même en reconnaissance. Il y a de la reconnaissance, certains peuvent s'en servir sur leur CV, mais ce n'est pas l'objectif. Et de manière assez étonnante et spontanée, ces biens communs ont forgé des fondations de pans entiers de l'informatique aujourd'hui. Les logiciels de messagerie reposent essentiellement sur de l'open source, Postfix, Procmail. Les navigateurs, certains encore existent, mais c'est très difficile de maintenir l'innovation à la frontière, je dirais, vraiment l'innovation de pointe avec l'open source, parce qu'il y a quand même évidemment une énorme différence de moyens. Et puis bien sûr le noyau Linux, qui est vraiment l'exemple extraordinaire de réussite de l'open source. Et là-dessus, il y a des contributions venant de sociétés privées, et heureusement qu'il y en a. Après, c'est aussi une économie pour les entreprises. Moi, le propos, je pense à VMware, qui par exemple a acheté tout un tas d'outils qui aujourd'hui a une sorte de monopole, avec des prix qui peuvent être très élevés. Et tu as des contrebalanciers en open source qui se sont créés et qui peuvent être des solutions pour tout un tas d'entreprises. Il y a des hackers qui les font vivre. Le mainteneur principal de Postfix, il a fait toute sa carrière chez IBM. Pourtant, IBM, on n'a pas fait un verrou d'ailleurs. Il a laissé en open source. Google a gagné en normalisation technologique, en fait, en publiant de l'open source. À perte d'un point de vue purement économique, mais en fait à dessein d'un point de vue de normalisation pour créer des standards. Kubernetes, ça a d'abord été un standard open source développé par Google. Les Transformers dans le domaine de l'IA, quand ils ont publié leur papier de recherche il y a pas loin de 10 ans maintenant, aujourd'hui c'est devenu à la fondation des modèles de langage. Donc le privé peut alimenter l'open source, et quand il a compris qu'il peut s'en servir pour créer de la normalisation de fait et détenir un avantage compétitif à long terme, je pense que c'est une synergie entre l'open source et l'intérêt économique privé.
Et puis à l'inverse, tu as des entreprises comme Red Hat qui vont racheter qui vont prendre le contrôle de briques open source parce qu'elles en ont besoin pour maintenir leur fondation et leur infrastructure. Et toi, justement, t'en as tiré quoi de cette première expérience dans l'open source? C'était quoi généralement, on a toujours un souvenir de cette première expérience. Peut-être d'abord la compréhension des mécanismes internes de l'informatique, ce que tu ne peux pas faire quand tu consommes un logiciel propriétaire. Le fait de Ok. développer sur du code système, sur du réseau, sur du bas niveau, De par la liberté de ce que tu pouvais faire, tu as pu aller voir découvrir et tester des choses et comprendre le mécanisme, c'est ça? Et, comprendre les couches basses, les couches basses des systèmes d'exploitation, les couches basses du réseau, ensuite les couches de l'application, la programmation asynchrone, les portails web, les noms de domaine, les certificats SSL. Donc, voilà. et puis, deuxième chose, non moins importante, l'humain. Se coordonner entre équipes internationales, entre individus même internationaux, sur des fuseaux horaires différents, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, mais rassemblés autour du souhait spontané de faire quelque chose de bien ensemble. Et ça, cette expérience, elle a duré combien de temps? Et après, parce que après, tu as bifurqué rapidement au service de l'État et ou tu es resté dans le privé un temps avant de Alors, rejoindre. encore une fois, la partie logiciel libre, c'était vraiment bénévole. Je sais pas, j'ai dû faire Tu le faisais ok. 2 ans de manière assez intense et après, Mm. de manière plus épisodique, une fois que j'étais salarié, c'était plus difficile aussi de concilier les deux. Chez Hervé Schauer, donc j'y ai passé 4 ans, 4-5 ans même, 5 ans. Donc j'ai appris le pentest, j'ai appris l'intrusion, j'ai appris l'audit. Et je me suis dit au bout de 2 ans, mais c'est bizarre, en tes intrusions, on voit finalement toujours les mêmes schémas revenir. Je voulais comprendre le pourquoi, la cause racine. Donc je me suis intéressé à la sécurité organisationnelle, à une époque où toutes les séries des normes ISO 27000 commençaient à être connues en France. Et puis au bout de encore 2 ans, je me suis dit, bon, c'est bien de faire l'organisation, mais en fait, il y a aussi des schémas d'organisation qu'on retrouve chez beaucoup d'entreprises. Et j'ai voulu 2 choses. D'un côté, passer du côté client final, non plus être le conseil, mais être celui qui met en place la cyber. Et autre chose, j'ai jamais coupé les ponts avec la défense nationale. Même si j'avais pas d'affinité pour la chose militaire au début, je me suis pris de passion pour l'esprit de la nation, l'esprit de servir le collectif, servir les institutions. Et j'étais resté réserviste de la marine, réserviste opérationnel avec plusieurs jours par an à C'est-à-dire que tu l'état-major partais de marine. temps en temps de nouveau sur un navire et où c'était pour de la formation ou, C'était plutôt à Paris, l'état-major marine, à Toulon, mais pas embarqué à ce moment-là. Ok. Je restais à terre, enfin à quai. Et donc en lien avec la Défense nationale et les jeunes de l'IHED, l'Institut des hautes études de défense nationale, j'avais fait une session jeune en 2007. J'étais resté dans le collectif des jeunes et de fil en aiguille, j'apprends qu'un poste se libère au ministère de l'Intérieur, un ministère régalien, très, très verticalisé, très centralisé, un peu l'image d'Épinal de l'État profond, qu'on appelle aujourd'hui le Deep State, l'État dans l'État, le ministère que je découvre après être en fait le ministère du dernier recours, le ministère de la gestion des crises, et aussi le ministère de l'administration du territoire. Donc plein de en plus, à l'époque, curiosité. c'était plus centralisé qu'aujourd'hui. Ça a été très Il y a des centralisé, des mouvements de balancier depuis 2 siècles, centralisation, décentralisation. J'ai découvert ça une fois que j'y suis arrivé. On a tous une image d'une administration d'État qui est très monolithique. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc bon, je postule, je suis pris et je découvre un monde qui est assez choquant. Au début, c'est très difficile d'exercer la cybersécurité. On parlait de SSI à l'époque. Parce que oui, on imagine que tu as été reçu par le ministre de l'Intérieur. J'ai pas... Non, après, j'ai croisé son chef de cabinet qui voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'espions, de logiciels espions dans le réseau du cabinet. Mais il n'avait pas forcément confiance avec Donc limite du l'ancienne contre-espionnage équipe. en vrai interne au ministère, mais c'était ton rôle peut-être de détecter ça au départ. Alors, moi, mon job était dans la protection du ministère. Il n'était pas dans les aspects de contre-espionnage ou même Mais ça veut de dire quoi la cybercriminalité. protection du ministère qu'on C'est comprenne bien? RSSI Group. Que... J'étais le Ok, RSSI donc Group du ministère. veiller à ce qu'il n'y ait pas de... qu'on puisse pas récupérer les mails, récupérer les informations, enfin ce genre de choses. Ça, je pense que c'était à l'époque la première préoccupation du cabinet ministre, c'était quand tu arrives dans un ministère qui n'est pas le tien, que tu prends tes fonctions, que l'équipe d'avant était dans l'opposition politique, enfin, qu'il y a eu une alternance.
C'est vrai que la première crainte, c'est que les Les anciens sans micro. politiques, qui sont des adversaires, puissent accéder à ta correspondance. Ok, donc Donc, c'est même pas extérieur, c'est c'est intérieur. intérieur. Ok. Et puis après, de manière plus quotidienne, c'était les missions, protéger les missions du ministère. Mais à l'époque où on arrivait en 2011, encore une fois, on ne parlait pas de cyber et la SSI, c'était pas plus noble que l'extincteur qui est à côté de la sortie de secours dans le bureau. Et je prends Ah, l'image de l'extincteur à raison, parce que quand tu parles de SSI aux pompiers de Paris, eux, ils entendent système de sécurité incendie. Donc, tu vois, il y a des chocs culturels comme ça quand tu arrives auxquels il faut prendre garde. Tu arrives avec ton vocabulaire d'ingénieur en sécurité des systèmes d'information et tu te retrouves dans un monde qui ne connaît absolument pas, qui ne s'intéresse presque pas à l'informatique. L'informatique, c'est de la tendance, juste ça doit fonctionner, point barre. La première année, j'ai failli partir. Si j'avais pas eu ma chef qui m'a convaincu de rester, je Parce serais que vous parti. étiez combien au final dans cette équipe? Pour qu'on ait un ordre d'idée. En tout, l'équipe centrale, Ouais. au niveau de la protection du ministère, pour la partie informatique, c'était 40 personnes, dont la moitié C'est, des effectifs constituaient ce qu'on allait appeler plus tard le SOC, le J'aurais pas pensé autant. centre de sécurité des opérations. Il y avait la moitié de l'effectif là-bas à Toulouse, qui sont toujours là. D'ailleurs, ils ont bien progressé en termes d'outillage et d'effectifs. J'ai gardé des contacts très proches avec cette équipe parce qu'on avait besoin, en tant que vigie, de cet instrument, de ce bras armé opérationnel pour nous alimenter, pour m'alimenter, alimenter l'équipe parisienne en termes de gestion des risques, en termes de gouvernance, en termes d'audit. Si tu n'as pas les capteurs sur le terrain, le risque, c'est que le pilotage de la cybersécurité il soit complètement hors sol. Toi, t'étais pas toujours donc à Paris. Non, j'allais souvent à Toulouse et il était très important aussi pour moi d'aller sur le terrain dans les préfectures, dans les Dans les services de Ok. police. J'ai Ah, même oui, eu la parce que les chance. préfectures dépendaient du ministère de l'Intérieur forcément, Oui, et donc tu étais aussi en charge de cette sécurité-là. j'ai même eu la chance de faire 2 voyages en Outre-mer français dans le Pacifique pour me Ok. rendre compte aussi à quel point la continuité du territoire de la République, dans des fuseaux horaires très éloignés, c'est pas évident. On se sent là-bas vraiment isolé et ravitaillé par les corbeaux. Et Ah ouais. assurer la continuité de la sécurité informatique. Alors, j'étais pas en charge de la sécurité de tout. J'étais en charge d'organiser la cybersécurité, de faire en sorte que la responsabilité soit bien comprise, Mais bien après, appliquée, mais après, forcément, aller sur le terrain, c'est aussi mettre les mains dans le cambouis, c'est se rendre compte de la réalité des et choses. se C'est vrai rendre que compte. très souvent, je vois ça, les gens aujourd'hui, enfin les gens, pensent que tout peut se faire à distance à travers son ordinateur, mais mine de rien, se rendre chez son client, se rendre dans d'autres, par exemple, entreprises, enfin, partenaires, filiales, etc., c'est le meilleur moyen de se rendre compte de la C'était réalité des important dans les choses. deux sens. Se rendre compte de la réalité, par exemple, à l'échelon central, on va dire qu'on va déployer une application pour la police nationale, et tu arrives sur le terrain et tu vois qu'ils n'utilisent pas du tout ça parce que leur ordinateur, il Typiquement, est beaucoup trop pourquoi, ouais. vieux, il a pas les ressources Ouais. mémoire et CPU pour le faire. Et tu te rends compte du quotidien, et tu leur dis faire de la sécurité avec ça. En fait, ils peuvent pas, donc il faut être plus pragmatique. Et puis dans l'autre sens, les fonctionnaires qui sont sur le terrain, en fait, ils ont aussi besoin que tu les écoutes. Ils ont besoin de te parler, ils ont besoin de te dire, bah oui, moi j'ai envie de sécuriser la salle serveur dans le commissariat, mais j'ai pas les moyens de le faire. Alors je lui dis, bah écoute, t'as peut-être pas les moyens parce que ton directeur a jugé que c'était plus important de mettre de Hmm. l'essence dans les voitures en termes financiers plutôt que de mettre des barreaux aux fenêtres. Donc Ah ouais. Donc on c'est, va venir sur des notions de comment est-ce que tu exprimes le risque et comment est-ce que tu responsabilises donc tu avais quand les même un rôle de dirigeants. pédagogie avec les personnes avec qui tu échangeais pour expliquer les choix que tu pouvais acter ou pas, quoi. Alors ça, on me l'avait pas dit au début. Ça s'est fait au fur et à Ouais, mesure. en arrivant, je pensais qu'on allait rédiger des politiques et que les gens allaient les appliquer. Je pensais qu'on pouvait piloter la sécurité depuis Paris, depuis la place Hmm. Beauvau, en déployant des systèmes, et par une verticalité très forte, et par l'autorité liée au système. En fait, ça marche pas du tout comme ça. Et j'ai beaucoup sous-estimé, jusqu'à ce que j'arrive au ministère de l'Intérieur, l'importance de l'humain, l'importance de la pédagogie que tu évoques, l'importance de la sensibilisation. C'est du long terme, c'est du travail de fond, ça prend du temps. Mais au final, au bout de 4 ans, quand tu pars, c'est l'humain qui reste. C'est Bah, pas les systèmes que tu as déployés. c'est vrai que c'est un marronnier, on l'entend toujours dans les événements cyber, la sensibilisation, la formation, etc., etc. Même dans des très grandes entreprises, on peut imaginer que depuis tout ce temps, tout le monde a pu être formé, mais en réalité, c'est c'est- c'est sans fin, c'est infini, et encore plus avec les nouvelles technologies qui avancent, maintenant l'IA qui Au- rejoint les entreprises. Plus que de la formation et même de la sensibilisation, je pense que la clé, c'est la culture d'entreprise ou d'administration. Enfin, les deux sont assez proches finalement. La culture d'entreprise, c'est ça qui va définir si c'est une entreprise qui est
robuste ou résiliente face à des crises cyber. La technologie est nécessaire. Et moi, une formation très tech, une première expérience très tech. J'arrive dans un ministère où il n'y a pas vraiment de tech. Il y a des préfets, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des juristes. Et là, oui, voilà, choc des cultures. Ouais. Tu peux pas contraindre un policier à faire quelque chose si c'est pas son commissaire de Mais, département qui lui a dit de le faire, par mais exemple. justement, toi, au ministère de l'Intérieur, j'imagine qu'en 4 ans, tu as dû voir, comme tu as dit, c'est l'endroit où on gère la crise à la dernière minute. J'imagine que tu as dû en vivre pléthore, sans trahir. Je crois que j'ai échangé avec la SNCF qui me disait qu'ils géraient 40 crises majeures par an. Et ça, c'était des crises majeures, mais sinon, ils en avaient plus de une par jour, de petites crises, au ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu as quelque chose, ou peut-être même sur une autre expérience, où tu as dû gérer une crise, genre le haut le cœur, tu sais, si tu te dis à la fin, le souffle, ouf, ça se termine bien. Oui, genre, en termes de gestion vraiment opérationnelle, je pense que c'était plutôt au Mm. service du Premier ministre quand j'étais pilote Ok. du réseau de communication de l'État. Où là, j'étais responsable d'une infrastructure qui était utilisée par beaucoup de personnes. Au ministère de l'Intérieur, il y a eu des cyberattaques, il y a eu déni de service de manière en pic, épisodique. Mais j'étais bien soutenu par l'équipe de Toulouse qui, quand il le fallait, se mettait en 24/7. J'avais une très bonne connexion avec eux la première fois que je les ai rencontrés. Quand je suis allé les voir la première fois à Toulouse, le courant est passé très très vite parce qu'ils voyaient que je venais d'un background tech et Mm. que je comprenais ce qu'ils faisaient. Euh, Après, j'ai eu la chance de participer ou contribuer à des crises d'ampleur supérieure qui n'étaient pas de nature cyber, mais qui étaient pilotées quelques étages en dessous de mon bureau. Par exemple, ce qu'on appelle la crise des hydrocarbures, quand il y avait des pénuries dans les Ok. stations essence sur le territoire, ou quand il y a eu des chutes de neige et qu'on a dû héberger des automobilistes dans des gymnases réquisitionnés sur les bords des nationales ou des autoroutes en France. Ça fait relativiser les crises cyber, en fait. Tu te rends compte que la dimension de la crise Parce que majeure, même au sur ces sens... crises-là, tu étais sollicité, c'est ça? Oui, à partir de 2010, il n'y avait plus de crise majeure sans un volet numérique, sans un volet communicationnel ou un volet Ok. système d'information, système de communication. Et réciproquement, toute crise cyber d'ampleur commençait à avoir des effets dans la vie quotidienne des gens ou des Mm. entreprises. Donc j'étais mobilisé à deux titres. Au titre de responsable, enfin, mettre en place les moyens de sécurité du ministère pour communiquer sur la crise, communiquer en interne, les moyens de communication sécurisés. Et il fallait qu'il fonctionne, qu'il soit opérationnel, qu'on n'attende pas une demi-heure que le PCI démarre, que l'imprimante, il y avait encore des imprimantes à l'époque, il ne fallait pas changer le tonnerre Le parce qu'on tonnerre. on l'avait pas utilisé depuis 6 mois. Et la téléphonie de crise, on avait des téléphones spéciaux pour les réseaux vraiment régaliens de l'État. Il fallait qu'ils soient accessibles, que les gens sachent à quoi ça sert, qu'ils soient branchés. Bon, tout ça n'était pas évident. C'était mon premier rôle. Et mon deuxième rôle, plus en aval de la crise majeure, c'était d'assurer la robustesse, la résilience des missions du ministère de l'Intérieur dans un environnement dégradé. Panne d'électricité, ça peut entraîner quand même des sujets d'hébergement de données, d'accès aux données. Aussi l'influence informationnelle. On ne parlait pas encore d'influence à l'époque, on commençait à parler de pression médiatique, Ouais. de communication externe. Oui, Mais... parce qu'à l'époque, c'était surtout que des médias mainstream. Il n'y avait pas encore toutes les chaînes YouTube, etc., les réseaux sociaux Non, qui mais pouvaient. il y avait déjà les chaînes d'information en continu avec C'était le début des. Ouais, Ok. je me rappelle, BFM TV nous avait annoncé la localisation des deux terroristes qui s'étaient réfugiés dans un hangar en Île-de-France. On l'a appris par BFM et pas par les canaux officiels de Mais la pas par les police. canaux, c'est Ça nous, incroyable. ça nous avait un peu surpris à l'époque. Euh, Lorsqu'il y avait aussi, par exemple, un sinistre majeur dans une région, il y a la fonction safety check de Facebook Mhm. qui a été mis en place. Tout ça a Oui. été fait dans le dos de l'État. Donc on s'est rendu compte que les gens, ils appelaient leurs proches pour vérifier s'ils étaient bien portants via Facebook. On s'est posé la question aussi des réseaux sociaux de communication type Twitter pour communiquer sur la crise. Et bon, bien sûr, le corps préfectoral a été assez hésitant à investir les réseaux sociaux pour communiquer avec la parole de l'État, mais très vite, on a été obligé de le faire. Donc Oui, parce là que aussi, c'était. j'ai accompagné le corps préfectoral à utiliser de manière relativement sécurisée, autant que faire se peut,
des tablettes tactiles pour pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux en situation de mobilité, de nomadisme, en dehors du réseau pur du ministère, mais on est bien quand même dans du numérique. Donc il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et ça, donc tu as fait 4 ans au ministère de l'Intérieur et après tu pivotes auprès du Premier ministre. Comment ça se... Ou tu as eu une période entre deux Non, il de n'y a pas eu transition? d'entre-deux. La transition a été... D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne referai pas. Moi, je vous recommande vraiment de prendre au moins une semaine de gap entre deux jobs. Sinon, surtout quand vous êtes sur des emplois un peu liés, sinon le côté schizophrène, il vient vite, quoi. C'est assez difficile de passer d'une réunion ministérielle intérieure à une réunion en tant que... Alors, j'étais pas d'abord chef, j'étais d'abord RSSI du réseau interministériel de l'État, qui Ok. en était qu'au stade de projet en début de déploiement quand je suis arrivé. Bah, ce qui m'avait intéressé, c'était créer un commun, créer une infrastructure partagée. Je m'intéressais à ce projet déjà depuis plusieurs mois au ministère de l'Intérieur, dans les groupes de travail sur la définition des besoins de sécurité de ce réseau. Les besoins de sécurité n'étaient pas partagés par tous les ministères au même niveau. Ok. On pourra revenir sur Donc l'harmonisation et chaque le travail ministère avait interministériel. sa propre unité cyber ou Oh, ils en avaient souvent infra. pas. Ah, vous en avez pas? Ah oui, Ouais. ok. Chaque ministère avait son propre réseau, éventuellement délégué à un marché opérateur, parfois Ok. opéré en propre ou de manière hybride. Chaque ministère avait ses propres pratiques et sa propre Donc c'était en vision de autonomie, la quoi. sécurité. Et l'idée de ce projet, dont je ne suis pas du tout le créateur, il a commencé bien avant moi. L'idée a germé en 2010-2011. On s'est dit, tiens, si on faisait une infrastructure de réseau partagé pour fédérer l'ensemble des ministères, pour qu'ils communiquent plus aisément entre eux. On commençait déjà à penser un peu les prémices de l'État plateforme, de poser des applications interministérielles qui partageraient des données. Il y avait, à l'époque du gouvernement sous François Hollande, c'était le dites-le nous une fois, l'idée que l'usager d'administration Ok. doit donner ses données une seule fois à l'administration. L'administration, si elle les a déjà, T'as elle ne pas doit pas besoin avoir de besoin de redemander. redemander à l'usager, elle doit pouvoir les trouver auprès d'une autre administration. Il y a eu la loi Le Maire sur la République numérique, qui a consacré par exemple le principe de gratuité des échanges de données entre administrations publiques. Euh, donc on a créé les conditions de circulation de ces données, on a aussi réduit les coûts en mutualisant les moyens. On a mis en place des Ouais. centres de compétences. Tu évoquais les équipes cyber, il n'y en avait pas partout. Donc déjà, avoir une équipe qui fait du 24/7 en supervision du réseau, c'était pas donné à tout le monde. Donc plutôt que chaque ministère la fasse mal dans son coin, c'était mieux de le faire une seule fois pour toutes à un C'est échelon incroyable. interministériel. Et puis il y avait l'aspect de sécurité ou de sûreté de fonctionnement. Le mandat de ce réseau, c'était de permettre à l'État de continuer à communiquer en son sein, indépendamment de ce qui se passe sur Internet, qu'il s'agit de cyberattaques ou qu'il s'agit de grosses pannes. Je pense que le mandat a été rempli. Maintenant, on s'est rendu compte, quelques années après, que de plus en plus, ces démarches administratives nécessitaient aussi à l'État d'échanger avec l'extérieur de l'État, avec des entreprises en délégation de services publics ou des opérateurs privés, avec les usagers qui aujourd'hui Ça, utilisent beaucoup le numérique. d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, on me l'a partagé récemment, où les messages inter, on va dire, étatiques, administration, défense, peu importe, sont cryptés de bout en bout lorsque ça va on va dire, du public au public. Mais lorsque ça va du public au privé, apparemment, c'est plus crypté. L'interopérabilité des J'ai systèmes. découvert ça récemment, j'ai Et dit, mais c'est c'est déjà bizarre. pas évident de le mettre en place en interministériel, mais alors avec le monde extérieur, voilà. Donc il y a des passerelles entre les systèmes d'information de l'État et Internet, et ces passerelles font partie du périmètre dont j'avais la responsabilité pour assurer la communication avec l'extérieur. Mais c'est ce qui se passe dans l'extérieur relève de l'extérieur. Et il y a eu beaucoup de débats, par exemple, sur la mutualisation de moyens entre l'État et les collectivités territoriales, qui, elles, Hmm. sont quand même extrêmement fragmentées. Il y Ouais. a quand même... Ils n'ont pas forcément de budget encore aujourd'hui, hein. Les collectivités, à part les grandes collectivités, ont des Mais budgets, mais... rends-toi compte qu'il y a 32 000 communes en France, que Ah oui, c'est énorme. si je prends les échelons supérieurs, intercommunalité, conseils départementaux, on monte à 50 000 collectivités territoriales en France, qui ont toutes le principe de la libre administration qui est écrit dans la Constitution. Donc elles ne peuvent mutualiser leurs moyens que sur la base d'un volontariat qui peut être remis en question à chaque alternance politique. Donc ça, c'est la réalité de la France territoriale aujourd'hui. Donc Mais déjà, juste... je m'occupais de l'État, ce qui est déjà Ouais, pas mal, sans parler du reste. ouais, c'est incroyable. Et donc, ok, donc tu montes ce projet avec... Vous êtes plusieurs, j'imagine. Il y a une équipe interministérielle avec des personnes qui viennent d'une dizaine de ministères différents, avec des hauts fonctionnaires à leur Toujours dans tête. l'idée de partager les besoins de chaque ministère, forcément, avec aussi son degré de maturité et sa montée en compétences. Je pense que le plus difficile, comme dans tout projet informatique partagé, a été d'harmoniser les besoins avant qu'on commence à Avant de mettre les lancer mains le... dans l'opérationnel.
beaucoup de projets informatiques dans l'État se sont plantés parce qu'on a construit le système avant de s'assurer que leurs futurs utilisateurs étaient d'accord sur les besoins. Ouais. Et donc, ok, donc tu fais ce projet et après tu passes chez le Premier Alors, je ne suis ministre. pas le seul. Voilà, je prends, Enfin, je tu prends en cours de route participes au ce projet. projet. Tu Je prends en participes cours au... de route ce projet en arrivant dans les services du Premier ministre, où je suis d'abord RSSI du projet, puis après, je passe chef de service. Et là, c'est un monde très différent qui s'ouvre pour moi, parce que je suis plus celui qui donne des leçons. Je Tu suis dois celui qui assume diriger. les risques. Ok. Donc s'il se passe quoi que ce soit, t'emportes le chapeau. Oui. D'un point de vue responsabilité sur les budgets, sur les ressources humaines, sur la qualité de service, devant le politique, mais devant aussi les clients, qui sont les ministères, les clients internes. Euh, et Est-ce je qu'à pense cette époque, il y a plus d'échanges avec le Premier ministre, typiquement, entre le moment où tu arrives au ministère de l'Intérieur, où tu disais tu étais l'extincteur ou pas, c'était pareil, et entre-temps, mine de rien, le numérique, il se développe, Alors on oui, voit que c'est... non, il y a Est-ce quand qu'il y même a des une prise de évolutions conscience? Comment ça... entre 2011 où la sécurité informatique c'est à peine plus considéré que l'extincteur dans le coin de la pièce. Et 2015, où on a quand même connu, je ne sais pas si tu te rappelles, les attentats de Charlie Oui. Hebdo en janvier 2015 ont donné lieu par la suite à des campagnes de défiguration massive des sites Internet qui représentaient la France, que ce soit les collectivités, les institutions, les assurances, etc. Il y a eu une prise de conscience globale du fait que la vie numérique dépendait quand même de ces systèmes d'information. Et en arrivant en 2015, je parlais de la loi Le Maire qui a été, je crois, promulguée en 2014, il y avait quand même une prise de conscience que le numérique allait être un moteur de la croissance et un moteur de l'innovation et un moteur de la vie publique. Donc on n'est plus dans les mêmes conditions. D'ailleurs, on commence à parler de cyber à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, j'allais dire, je crois que c'est sous François Hollande. J'ai oublié le nom de ce Premier ministre, mais il y a eu le ministère du numérique. Je crois que c'était la première fois. Il y a eu Fleur Pellerin aussi, Il y a eu peut-être des juste avant, secrétaires avec d'État au numérique. voilà, secrétaire d'État, mais je crois que c'est la première fois que c'est le ministre, j'ai oublié son nom. Après, si on remonte la création de la DSI de l'État, proprement dite, voilà, c'est sous l'époque François Hollande, Thierry Mandon. Après, il y aura eu Fleur Pellerin, Axel Lemaire. Si on remonte la prise de conscience de l'importance de l'information dématérialisée, on peut même remonter à l'époque de Lionel Jospin, dans la fin des années 2000, mais sans aller jusque-là. Ok. Enfin, c'est toujours intéressant quand même de voir de où on part pour savoir où on va. Hein. Tout à l'heure, on parlait de cap. Ouais. Si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile de définir ton cap. Bon, bref, je ne vais pas faire de l'historiographie de l'informatique de l'État, mais c'est quand même très intéressant cependant, parce que ça conditionne encore ce qu'on fait aujourd'hui. En termes d'échanges interministériels, il y a un legacy qui est quand même très fort. Donc il y a eu plusieurs secrétaires d'État au numérique qui se sont succédés, avec parfois un tropisme plus économique, plus Bercy, Ok. plus Startup Nation, et parfois un tropisme plus transformation de la fonction publique, augmentation de l'efficacité de l'administration publique. Donc Tu veux dire dans le curseur politique, l'intérêt. voilà, Typiquement, on peut dire les 10 dernières années, c'était plus le modèle Startup Nation, tandis qu'avant, c'était plus le numérique au profit du ministère pour ses bons fonctionnements ou pour les organismes d'intérêt. le numérique comme outil de performance de la fonction publique ou la politique publique du numérique pour développer les entreprises, la compétitivité à la nation. C'est vrai que c'est deux curseurs qui se répondent l'un l'autre et cet équilibre fluctue au gré des alternances politiques. Ça, c'est une donnée avec laquelle le réseau d'infrastructures dont j'avais hérité de la charge ne pouvait pas vraiment composer. Nous, on devait traverser les différents mandats. D'ailleurs, je te disais, l'idée a germé dans les années 2010-2011. Le pilote a été mis en place en 2014. Moi, j'ai rejoint le projet en 2015 au service du Premier ministre. Et la fin de la première vague de déploiement, c'était 2018. Donc on a traversé trois mandats présidentiels dans ces histoires-là. Parce qu'au final, la gauche, la droite et le milieu. Donc. Parce qu'au final, alors ok, tu as participé à ce groupe de travail interministériel. De l'autre côté, je suis en train de me faire la réflexion. J'ai toujours en tête Thales qui fournissait des services La passerelle, sécurisés. notamment. Ouais. Olvid, plus récemment, qui devient le Signal ou le WhatsApp interministériel. Faire appel à des entités privées, pourquoi ça n'a pas été dès le départ Non, il y a une culture qui n'est pas partagée dans tous les autres pays, mais qui est assez française. Il y a d'autres autres pays qui font comme nous, qui est une culture le not invented here. Quand c'est pas inventé chez moi, j'ai pas confiance. Typiquement, le SOC qu'on a monté dans le service du Premier ministre, il s'appuyait quasiment que sur des briques de logiciels libres.
Ce qui a Ah, aussi donc on ses revient à open contraintes. source et... Oui, le ministère de l'Intérieur aussi, c'était très, très à fond de logiciels libres, mais quand même, on allait chercher aussi des outils propriétaires, je pense, euh, par objectif d'aller vite, Ok. d'être efficace. Et ce logiciel libre, c'est très présent dans la culture française. On le trouve un petit peu en Allemagne, on le trouve un petit peu au Brésil. Il y a très peu de nations qui l'ont en fait. Le recours au privé pour fournir des services d'infrastructure a été un vrai débat. Il y a trois modes de mise en place de services interministériels informatiques. Tu prends ce que fait un ministère, tu dis, ah, c'est bien ce que vous faites, Ok. vous allez l'ouvrir à tous les autres. Donc tu le dupliques. Après, il se pose des questions de refacturation, Ok. d'usage à l'échelle, et des fois, ça tue le projet parce que les mécanismes de refacturation sont pas prévus dès le début. Bon. Mais dès lors que tu passes à l'échelle, il faut bien stocker les données. Par exemple, les partages de grands Les fichiers, serveurs, ouais. ça prend de l'espace. La messagerie instantanée, ça prend aussi de l'espace. Bon, premier mode. Deuxième mode, tu délègues complètement au secteur privé. Beaucoup de ministères l'ont fait. La difficulté qui a été montrée par plusieurs rapports de la Cour des comptes sur des grands projets informatiques de l'État, l'ONP, Chorus, le CISIRH, Sirène, etc. La difficulté, c'est qu'il faut conserver une masse critique de pilotage de ton sous-traitant au sein des services de l'État. Si tu perds cette compétence de pilotage, les sous-traitants, parce que souvent ils sont plusieurs, Ok. ils partent un peu en circuit fermé, ils vont s'auto-alimenter de bons de commande entre eux. Et ça fait dériver les grands projets, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place des mécanismes de sécurisation des grands projets de l'État pour s'assurer que la gouvernance elle est toujours maîtrisée. Et le troisième mode d'opération qui était assez nouveau, c'est de créer ex nihilo un service interministériel, que là on a décidé de rattacher à Matignon, mais qui aurait pu être ailleurs, en rassemblant le savoir-faire dans différents individus. Voilà, on recrute dans les ministères au En sein de ce interne. service, voire en externe aussi. Ok. On recrute pour construire quelque chose ensemble, avec des idées qui viennent de plusieurs endroits, mais au sein d'un opérateur unique. Et c'est comme ça que le réseau international de l'État a été construit. Donc ça permet d'avoir une équipe interne qui va piloter des marchés de sous-traitance. Ça permet de garder le projet en interne et de garder la main dessus au final, de ne pas laisser le privé sous-traiter, enfin, piloter à sa place. On va sous-traiter. C'est sûr qu'opérer des cœurs de réseau opérateurs, c'est peut-être pas le rôle de la collectivité de le faire. C'est peut-être le rôle du privé d'investir dans des centaines de kilomètres de fibres optiques, d'investir dans des routeurs de cœurs de réseau et de fournir de la bande passante. Par contre, le pilotage, oui, il faut qu'on le garde au niveau du client final. Là, on parle de l'État, mais pour une entreprise, ça devrait être pareil, en Ouais, fait. et donc ça, là, chez ta mission chez le Premier ministre, ça dure combien de temps? J'ai passé 5 ans, Donc en ouais, définitive, tu fais 4 2015, ans au ministère de l'Intérieur, 5 ans, enfin tu passes une dizaine 2020. d'années, quasiment la moitié de Ouais, ta... voilà, quasiment une dizaine d'années au sein des services de l'État, dans ce que j'appelle l'État profond, et je le revendique. Et même d'un point de vue de curiosité administrative, c'est très intéressant en tant que citoyen et contribuable de comprendre les mécanismes d'arbitrage budgétaire, de comprendre où va l'argent public. J'entends souvent, c'est la faute de l'État devrait faire ça, l'État devrait faire ci, l'État devrait financer, l'État devrait soutenir. Mais l'État, c'est nous, hein, c'est une construction collective, c'est un imaginaire collectif qui a été construit au fur et à mesure des siècles. Pour représenter quelque chose qui est supérieur à l'individu, qui s'appelle la nation, et pour mettre en place les conditions d'une nation qui soit prospère. Mais au final, même je me projette, toi, je pensais à l'ANSSI, c'est la finalité de tout ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut un objet administratif pour piloter tout ça, et que ça ne peut plus rester l'apanage d'un ministère. Et donc on sort après l'ANSSI pour essayer de guider et d'être le tiers de confiance Bah, de l'État. L'ANSSI elle-même, elle est héritée d'une histoire. Et dans les pays voisins, on a des histoires différentes. L'ANSSI est l'héritière du service du chiffre après la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait se protéger contre l'espionnage des communications, qu'ils venaient de l'Est ou qui venaient de l'Ouest. Le service central du chiffre, ensuite la DCSSI, puis l'ANSSI. Donc il y a un tropisme très crypto dans l'histoire de la cybersécurité en France. Aujourd'hui, on a encore des très bons chercheurs en cryptographie, notamment issus de Normal Sup. Donc c'est resté dans la culture française. Maintenant, il y a cet équilibre qu'il faut trouver entre
une autorité régalienne qui est le garde-fou ultime et qui dit ce qui doit être fait et ceux qui vont faire. Et ce dialogue entre l'autorité ultime de cybersécurité et les gens qui sont sur le terrain, il ne faut pas qu'il soit rompu. Et je prends souvent l'exemple, et c'est pareil dans une entreprise, entre le RSSI Group ou la direction cybersécurité Group et le terrain, celui qui va patcher les pare-feux en bordure de réseau. Je prends souvent l'image de l'élastique. La cybersécurité en entreprise, en tout cas sa gouvernance, c'est un élastique. Il y a des tensions entre ce qu'il faudrait qu'il soit fait et ce qui est fait sur le terrain. Mais si tu tires trop sur l'élastique, il casse. Et là, tu te retrouves avec des RSSI dans une tour d'ivoire qui sont hors sol et qui ne comprennent plus ce qui se passe sur le terrain. Et le terrain est déconnecté. Et là, tu commences à avoir un risque structurel parce que tu ne peux pas piloter ton risque opérationnel. Mais tu n'as pas la sensation que justement ces dernières années, je trouve encore plus là, depuis 2 ans, le RSSI il a plus tendance à prendre le rôle un peu anglo-saxon de chief, CISO, vraiment direction, et d'avoir plus justement des directeurs cyber opérationnels avec des différences un peu de métiers qui se font de plus en plus. Je suis partagé sur ce Mais tu vois ce que je veux dire entre le côté... J'aimerais bien que... Ça ne dépend pas que des RSSI. Mais j'aimerais bien que les RSSI deviennent des ciseaux au sens anglo-saxon, qui soient plus business, qui soient plus dans l'influence, qui soient plus dans la culture de l'entreprise. J'ai quand même la sensation que la transition, elle va dans ce sens. Peut-être trop lentement, à mon avis. Je vois encore beaucoup trop... Trop, c'est un jugement de valeur, je dirais pas trop. Je vois encore beaucoup, c'est un constat d'une majorité de ciseaux en France qui sont rattachés à la DSI, ce qui n'est pas grave en soi, tant que il y a bien cet élastique qui n'est pas rompu, qui permet d'avoir une gouvernance du plafond vers le sol. Et le plafond, c'est pas forcément le ciseau dans la DSI. Le plafond, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au COMEX de l'entreprise qui peut parler au board, aux administrateurs, de l'état de préparation de son entreprise à des crises cyber. C'est pas forcément le CISO qui va le faire. Ça peut être le CIO s'il a pris en charge le sujet cyber et qu'il y a le CISO dans son effectif. Ça peut être le secrétaire général. Ça peut être le Chief Risk Officer, le Chief Security Officer, Chief Safety Officer. C'est pas forcément le CISO. Parfois, c'est le CISO, mais c'est rare que le CISO siège au COMEX. J'entends beaucoup de CISO qui disent je voudrais bien siéger au COMEX. D'autres, ils me disent je veux surtout pas siéger au COMEX. C'est une mauvaise question, en fait. La vraie question, c'est est-ce que l'actionnaire... Alors, si je parle de service public, est-ce que la représentation des citoyens ou est-ce que la représentation de l'actionnariat dans le privé, est-ce qu'il peut poser la question à quelqu'un en COMEX en disant qu'est-ce que vous faites si ça se passe? En combien de temps vous remédiez si on se prend un ransomware? Quelle est l'interruption de mon activité? Combien je dois provisionner en risque? En gros, est-ce que l'assureur cyber il nous donne une bonne note? Pourquoi ça se dégrade? Pourquoi on n'améliore pas? C'est-à-dire qui répond en fait à la question? C'est ça et avoir quelqu'un qui réponde et qui porte la responsabilité de cette réponse. Qui réponde en sincérité et qui inspire la confiance. Je pense que c'est une question d'incarnation. Le RSSI Group doit incarner la chaîne cybersécurité. C'est ce que j'ai essayé de faire au ministère de l'Intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut être sur le terrain pour rencontrer les gens, pour porter la voix. Il ne faut pas être déconnecté non plus. Et il faut pouvoir aussi rendre compte à ceux pour qui tu travailles du fait que l'entreprise ou l'administration, elle évolue en confiance dans l'espace du numérique. Et je parlais de représentation des citoyens dans le public. L'État, c'est pas hors sol. L'exécutif, il doit être aussi piloté par le Parlement. Tu parlais de l'ANSSI comme autorité étatique régalienne de cybersécurité, mais les crédits, les budgets, ils sont votés par le Parlement. Et on a heureusement quelques parlementaires qui qui s'intéressent au sujet cyber. Sur le doigt de la main. Et si on veut que cette gouvernance elle fonctionne bien, que cet élastique soit pas cassé, il faut aussi que la représentation des citoyens donc au Parlement s'intéresse au sujet de la cybersécurité des administrations publiques au sens large, État, mais aussi collectivités. Alors justement, je fais un peu la transition avec... on travaille longtemps pour l'État. On a parlé un peu de l'organisation et aujourd'hui, tu es dans une entité privée américaine. Comment on fait... comment on en arrive là? Quand ils viennent te chercher, c'est quoi ta réaction? D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment tu as pu réagir. Est-ce que tu étais challengé par d'autres entités? Et qu'est-ce qui a fait que tu les rejoins, eux, et pas une autre... La curiosité, une surprise, c'était pas du tout dans mon plan de carrière. J'imagine, parce qu'après 10 ans au sein des ministères, etc... C'est pas du tout dans le plan de carrière, mais j'avais des ambitions. Ça faisait quand même 5 ans que j'étais là. J'avais des ambitions d'orchestrer les réseaux, de donner des accès facilités au cloud,
de réduire le time to market des projets qu'on mène en interne. J'ai jamais perdu cette culture du service, du sens du service au sens privé. Au sens, tu ouvres un projet sur un cloud privé, il faut que tu y aies accès dans la minute, pas 15 jours plus tard après avoir rempli 3 formulaires pour accéder à la VM qui vient de démarrer. Donc je voulais accélérer tout ça, je me suis intéressé à des technologies comme le SD-WAN, je me suis intéressé à l'orchestration dans le cloud, et après c'est un choix individuel. Il y a un moment donné, je me suis dit, si je veux vraiment me faire plaisir en matière d'innovation, et peut-être aussi revenir à mes premières amours qui sont la cyber, il faut que j'aille voir ailleurs. Bon, là on discute de quelle serait ma vision pour une cybersécurité qui marche, et les gens de Palo, à l'époque, je me rappelle encore, en réunion qui n'était pas du tout prévue pour ça à l'origine, c'était une réunion d'approche commerciale plutôt. Ils me disent, mais ta vision, elle correspond vachement à ce que nous on prône. D'ailleurs, on cherche quelqu'un pour ce job, c'est une création de poste, ça te dirait pas? C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus quand toi, te rencontrer quand tu étais au ministère, c'est ça? J'étais au service du Premier ministre. Au service du C'était Premier un ministre. rendez-vous, c'était un C'est un rendez-vous rendez-vous commercial, pré-commercial donc business. exploratoire, Ok. dans lequel il m'avait, comme beaucoup de fournisseurs, il m'avait interrogé. Ça se trouve, c'est ce que font les commerciaux. Ils te disent, alors c'est quoi ta priorité en cybersécurité pour Oui, l'année c'est qui quoi vient? le sujet Moi, je leur ai dit, j'aimerais bien faire ça, ça, ça et ça. Et je leur ai dit, ça va être compliqué de le faire au sein de l'État. Et ils m'ont dit, mais c'est génial, ça correspond vraiment à notre vision. Donc voilà, après je me suis renseigné, alors je ne suis pas allé les yeux fermés, je me suis renseigné sur le leadership de Palo, sur la roadmap produit, les acquisitions qui ont été faites, et ça a beaucoup résonné, mais pas en synergie, mais plutôt en miroir de ce que j'ai essayé de faire au sein de l'État. Par exemple, construire des SOC avec du logiciel libre et beaucoup d'huile de coude. Bon, au bout de 10 ans, tu te dis, tu as quand même un peu essuyé les plâtres. À un moment, il faudrait peut-être qu'on aille chercher des outils qui sont éprouvés sur le marché et qui font les choses à ta place, quoi. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, donc, tu es Chief Regional Officer. Regional Chief Security Officer. Regional Chief Officer. Donc, pour la France et l'Europe du Sud. C'est quoi ton rôle C'est de conseiller mes clients sur leur captation de la valeur que fournit le produit Palo pour eux réduire leurs risques, faire de la cybersécurité. C'est-à-dire que tu vas donc voir tes clients, tu prends les informations de comment ils utilisent l'outil, ce qui marche pas, comment mieux utiliser l'outil. J'écoute, je pose des questions sur comment ils s'en servent et je me dis, ah mais tiens là, t'es sûr que les signatures, elles sont poussées en temps réel dans ton usine? J'ai entendu qu'elles n'étaient pas poussées en temps réel parce que le patron d'usine, il a trop peur que ça casse la prod. Et là, le ciseau, il fait des bonds, il dit, mais je savais pas. Ok, vous avez acheté un truc, maintenant il faut en tirer le maximum de valeur pour réduire les risques. Sinon, moi, l'information, c'est-à-dire qu'ils achètent un outil, parfois un nom, mais pour l'exploiter à bon escient et pleinement... C'est pas le tout qui marche. Je veux qu'ils réduisent les risques. Okay. Et pour ça, il faut connecter des organisations dans l'entreprise qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler. Par exemple, le cloud. Quand on a commencé, il y a 4-5 ans, à déployer la sécurité du cloud dans les équipes de cloud, ils ont vu ça comme un moyen de cocher la case pour passer les fourches codines de la sécurité et dire « Ok, je vais développer du cloud, mais tout va bien parce que j'ai mis un produit de sécurité dessus. » Le produit de sécurité, il génère des alertes. Les alertes, on en fait quoi? Elles arrivent dans un dashboard. Et personne ne les traite. Quand tu les envoies au SOC, le SOC, il dit « Ah, mais je comprends pas ce que c'est. C'est quoi l'adresse IP machin? Elle est pas chez moi. » Donc il y a des tickets qui se génèrent, mais personne les traite parce que personne ne sait en fait à quoi ça correspond. C'est le risque. C'est le risque de déployer des outils de sécurité par conformité pour cocher des cases, mais que derrière, il n'y ait pas le processus opérationnel qui permette de réduire le risque. Un SOC, son objectif, c'est pas de traiter des alertes, c'est de fermer les brèches, c'est de fermer les fenêtres. On en revient au sujet principal, c'est-à-dire que tu as la technologie d'un côté et tu as l'humain de l'autre. Et au final, l'humain... Il y a 3 choses. La technologie, l'humain et les organisations. On dit souvent people, process and tools. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est... je vais refaire encore un peu d'historiographie de la cyber. Le mot cybernétique est arrivé dans le langage dans les années 50 par un Américain plutôt communiste qui a été très peu publié à l'époque à cause de ça, justement, à cause du McCarthyisme qui allait arriver, qui s'appelle Norbert Wiener. Et son livre, Cybernétique et Société, c'est... il analyse les relations qui sont en train de naître via la théorie de l'information, via l'information, entre les hommes, les machines et les sociétés. Les sociétés au sens des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. C'est mon livre de chevet encore aujourd'hui. Parce que ce qu'il disait est encore vrai
C'est encore vrai. Les réseaux sociaux, il les a vus venir. L'effondrement des modèles d'IA, quand tu réentraînes des modèles sur eux-mêmes et qu'ils deviennent bêtes parce qu'ils reproduisent Oui, toujours la même chose, ça, je suis désolé, c'est la thermodynamique de base. Tu l'apprends en physique de base. C'est quand il y a un système fermé que tu n'insuffles pas de nouvelles informations dedans, que tu n'insuffles pas de nouvelle il énergie tourne en rond. dedans, il tend à devenir un système homogène. Mm. Il tend à devenir une soupe euh, informe. Donc, il n'y a plus de signal utile dedans. Donc Donc, il ça, faut faire déjà, il le vivre ce disait système. dans son livre dans les années 50, c'est incroyable. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, déjà le parallèle entre la thermodynamique et la théorie de l'information. Euh, je pense qu'une bonne partie de ma carrière a consisté à tenter de réduire l'entropie des systèmes ou au moins de ne pas l'augmenter. J'ai souvent dit que la cybersécurité, ça doit être simple. Quand tu rajoutes de la complexité, tu rajoutes des risques. Quand tu rajoutes de l'entropie, on appelle ça du bazar aussi. L'entropie, c'est l'inverse de l'information Je vais te utile. dire, plus le temps avance, plus il se complexifie. Plus le temps avance et plus tes systèmes ils deviennent anthropiques. Et c'est une loi naturelle qui n'a rien à voir avec l'informatique, qui est une loi physique. Donc déjà, pour faire de la bonne cybersécurité, commençons par organiser les choses, commençons par réduire l'entropie, commençons par remettre de la structure. Donc ça, c'est le... Et aujourd'hui, alors je vois, il nous reste quelques... euh, tu, vous échangez avec combien d'entreprises en France? Et c'est quoi aussi peut-être ta vision, vu que c'est très à l'air du temps, sur l'arrivée de l'IA? C'est une arrivée massive, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde qui l'a adapté. Et après, c'est venu forcément par la force des choses au sein de la société. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Et je vais même aller plus loin entre... bon, moi, je trouve que c'est un peu très marketing, l'histoire anthropique, OpenAI, les États-Unis qui bloquent. Pour moi, c'est plus une question de concurrence, manque de concurrence, que de souveraineté ou de dépendance. Mais c'est quoi ta vision par rapport à ça? Connaître l'histoire, ça évite de refaire les erreurs du passé. Ces histoires de concurrence et de technologie à usage dual, à usage à la fois offensif et défensif, on les a connues sur la cryptographie. Et on a aussi souffert en Europe d'une réglementation sur la cryptographie. On avait interdiction d'exporter et même d'importer des algorithmes à partir d'une certaine longueur de clé, de peur que ça soit utilisé par des cybercriminels pour rechiffrer leur communication et qu'elle ne soit pas repérable. Donc, revenons un peu à l'histoire pour comprendre aussi où on est aujourd'hui. L'IA, c'est une famille de technologies qui est très ancienne. Une accélération via les modèles de langage depuis 2022, depuis ChatGPT et ses successeurs. Je pense qu'il y aura encore des ruptures à venir. Il y a Yann Lequin qui travaille sur les modèles de monde pour essayer de faire que l'IA comprenne davantage le contexte et l'environnement. Il y a des sujets sur la robotique. En Asie, ils sont très avancés dessus. Je vois que dans l'Occident, on patine un peu sur la On a vu robotique. le nouvel an chinois. Qui a raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a encore des ruptures technologiques à venir qui vont transformer la façon dont nos sociétés opèrent. L'IA, par exemple, elle accélère la communication entre les équipes. Ça fait longtemps qu'on a des messageries internes, des mails, mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de demander à ton collègue qui est expert sur tel produit ou expert sur telle technologie, comment est-ce que je dois configurer le pare-feu machin pour faire ça. Tu promptes. Exact. La connaissance, elle est promptable. Donc, une question qui va se poser pour les entreprises et les administrations de manière très très forte là maintenant, c'est comment tu renouvelles ton vivier de compétences. Si jamais tu remplaces les jeunes par de l'IA, parce que l'IA est moins chère que les jeunes, comment tu les formes? La question est peut-être mal posée. La question devrait être, c'est quoi la place de l'humain demain? La place de l'humain demain, c'est plus d'être en train de faire à la place de la machine des choses que la machine fait mieux que l'humain. Je veux dire, on n'a pas inventé un marteau pour continuer à enfoncer les clous dans les murs avec le poing. On a inventé un marteau parce que le marteau est plus puissant que le poing pour certains cas d'usage. Donc l'humain doit sortir de la boucle et piloter l'IA, piloter la machine, mais doit être capable de juger de ce que fait la machine. Doit être capable de reprendre le contrôle lorsque la machine donne une réponse ou fait une action qui est non conforme, qui n'est pas prévue. Surtout qu'elle est très consensuelle, donc si tu n'as pas le regard critique, tu peux lui dire... et cette critique, elle vient de où? Elle vient pas par les connaissances brutes. Les connaissances brutes, tu peux les faire ingurgiter par un LLM, tu peux le prompter. Elle vient, tu l'as dit, par l'expérience. Elle vient par l'expérience. Tout à l'heure, on parlait de sécurité des entreprises, mais une entreprise qui est sécurisée au sens le plus noble, c'est-à-dire est-ce qu'elle sera encore en vie dans 20 ans? Si tu vires tous tes jeunes et que tous ceux que tu recrutes n'ont pas l'expérience ou la culture de ton entreprise, tu fais comment? Je pense que l'IA doit aussi être utilisée par les entreprises pour entraîner
les gens, et les équipes cyber notamment, les entraîner sur ce qu'on va appeler des cyber range, des espaces de simulation d'attaque, pour les entraîner à réagir dans des situations qui sont non conformes, des situations qui sont non confortables, celles que la machine ne va pas traiter par elle-même. Je pense que l'humain a encore sa place. Simplement, il faut que les dirigeants d'entreprise, les administrateurs, posent la question aujourd'hui à leur Chief AI Officer, à leur Chief Information Officer, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que demain, on ait encore des gens expérimentés dans l'entreprise. Pas des gens compétents, la compétence, ça s'acquiert, mais des gens expérimentés. Ouais, surtout qu'il y a des vagues de départ. Il faut bien remplacer ces personnes à un moment donné et que ces personnes qui les remplacent acquièrent de l'expérience auprès de ces personnes qui vont partir. Voilà, normalement, tu acquiers de l'expérience auprès d'une personne qui est plus senior que toi. C'est ça. C'est toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ça prend du temps. Et quand Évidemment. tu délivres un service ou que tu opères quelque chose, tu n'as pas envie de t'encombrer d'un junior que tu vas payer au tarif d'un junior alors qu'un agent IA fera mieux que toi pour moins cher. C'est le risque, c'est de se déposséder de la jeunesse, alors qu'à l'inverse, la jeunesse aujourd'hui, dans les stats d'usage, elle est beaucoup plus utilisatrice, consommatrice de l'IA, elle est beaucoup 100%. plus dans la curiosité et dans l'innovation que les seniors. Les seniors doivent être là pour construire les process, organiser les workflows, mettre la technologie dedans. Et les juniors doivent être là pour apprendre, grâce à cette technologie, des situations non conformes qui n'auront pas été traitées par la machine pour pouvoir gagner en expérience. Et dire, demain, là, ça, on peut l'améliorer. Là, cette IA, elle s'est trompée, pourquoi ? Pour quelle raison elle s'est trompée ? Là, on est en situation de crise parce qu'il y a eu une incohérence entre deux capteurs. Et l'IA ne l'a pas vu. Il faut que l'humain le voie pour comprendre ce qui se passe, parce que l'humain, il a encore cette aptitude à capter l'ensemble du contexte, l'ensemble de son environnement, l'ensemble de son expérience, et à faire des connexions neuronales très rapides, très très rapides, sur des sujets qui, a priori, n'ont absolument rien à voir, à convoquer des souvenirs, à convoquer des expériences passées, pour dire « Ah bah tiens, ça j'ai déjà vu. Ah ça me rappelle quelque chose. » Bon, un chatbot, il ne sait pas faire ça encore. Bon, on va terminer sur cet échange, Raphaël. Merci beaucoup d'avoir accepté ce challenge. Je t'en prie, David, merci pour l'invitation. Et je te dis à très très vite. À très vite.